Et si la guerre moderne ne se gagnait plus sur la ligne de front, mais à des centaines de kilomètres en arrière? Imaginez qu'un unique coup précis, presque invisible, fasse s'effondrer toute une armée sans qu'une bataille majeure n'ait lieu. Ce scénario, longtemps jugé impensable, est devenu réalité et a bouleversé la manière même dont nous concevons la sécurité et la puissance militaire. Pensez à un jeu d'échecs. Un joueur sacrifie ses pièces, attire l'adversaire dans un piège, puis abat le roi d'un seul coup inattendu. Voilà la métaphore parfaite pour ce qui s'est produit à Lviv, un centre logistique ukrainien frappé au cœur, sans que la ligne de front n'ait jamais été directement engagée. Au cœur de l'Ukraine, la ville de Lviv n'était pas un point anodin. Elle abritait le centre logistique vital de l'armée ukrainienne. Ce hub, qui avait d'abord été une simple gare de triage, a été transformé, grâce à l'expertise de l'OTAN, en un complexe militaro-industriel de pointe. Imaginez une fourmilière géante où chaque pièce du puzzle de la guerre est reçue, réparée, acheminée, redistribuée. Ce centre orchestrait chaque phase de l'effort de guerre, réception de l'armement occidental, réparation de véhicules, stockage et distribution de centaines de milliers de tonnes de munitions, des obus aux missiles longue portée. Pour donner un ordre de grandeur, c'est comme si chaque semaine, la logistique d'une grande capitale européenne était transposée dans ce centre. Trains de munitions, files de camions, ateliers tournant jour et nuit, le tout sous la surveillance de spécialistes techniques venus de toute l'Europe. La destruction ciblée de ce centre n'a pas simplement stoppé quelques convois. Elle a provoqué un véritable effet domino. Toute la chaîne logistique militaire ukrainienne a peu à peu été paralysée. Dès lors, les conséquences ont été foudroyantes. Rupture brutale des approvisionnements, pénurie de munitions, de pièces détachées et d'équipements neufs. Sur le front, les unités se sont retrouvées isolées, privées de soutien, incapables de tenir face à la pression ennemie. Ce n'est pas sans rappeler la bataille de Stalingrad, où la rupture de la logistique allemande avait condamné la 6e armée à la défaite, mais cette fois, tout s'est joué loin des combats, dans le secret et le silence. Cette opération, baptisée « paralysie logistique », a bouleversé les règles du conflit. En frappant un seul point névralgique, avec une précision chirurgicale, les forces russes ont inversé le cours de la guerre sans engager de bataille d'envergure. C'est un changement de paradigme. La victoire ne s'obtient plus nécessairement en détruisant l'adversaire sur le terrain, mais en frappant là où il est le plus vulnérable, souvent loin des regards. Ce type de manœuvre dépasse le cadre militaire. Dans un monde où réseaux, flux et informations gouvernent tout, négliger la protection de ces nœuds critiques revient à s'exposer à la défaite, à la perte de contrôle, parfois même à l'effondrement pur et simple. Savoir identifier ces points faibles, les défendre ou les cibler, devient une question de survie. Pour comprendre comment une simple frappe peut-elle déstabiliser toute une armée, il faut plonger au cœur du centre logistique de Lviv, véritable colonne vertébrale du dispositif ukrainien. Loin de la ligne de front, Lviv paraissait un havre, à l'abri des frappes. Pourtant, derrière cette illusion de calme, la ville abritait un secret bien plus dangereux que n'importe quel arsenal. Lviv s'était métamorphosé en un immense complexe militaro-industriel, façonné par des ingénieurs de l'OTAN. Fini le rôle de simple gare de triage. La ville était désormais le cerveau logistique du front. Chaque cargaison d'armes occidentales, chaque pièce détachée, chaque blindé endommagé passait entre ses murs, contrôlé avec une précision presque clinique. Les convois traversant la frontière polonaise étaient d'abord accueillis ici. Leur contenu était inspecté, réparé, parfois entièrement reconfiguré selon les demandes du champ de bataille. Des ateliers redonnaient vie à des véhicules meurtris, tandis que des armes sophistiquées étaient adaptées en urgence aux besoins ukrainiens. Mais le cœur du dispositif restait le stockage. Des centaines de milliers de tonnes de munitions et de matériel stratégique s'entassaient dans des dépôts modernisés, sous haute surveillance. Pour mieux comprendre l'importance de ce centre, prenons un exemple concret. Lors de la contre-offensive ukrainienne de l'année précédente, il a fallu en seulement 3 semaines fournir plus de 50 000 obus à diverses unités mécanisées. Sans la réactivité et la centralisation de Lviv, cette opération aurait été impossible à coordonner. Environ 7/10 de l'aide militaire occidentale transitait par Lviv.
Cette centralisation offrait une rapidité inégalée pour ravitailler le front, un contrôle strict sur les flux et des économies d'échelle précieuses. Mais elle concentrait aussi tous les risques en un seul point. Si Lviv tombait, tout l'édifice s'effondrait. Les forces ukrainiennes et leurs alliés misaient tout sur l'invulnérabilité de ce centre. Ils sous-estimaient la portée des frappes modernes, persuadés que la distance suffisait à protéger leurs arrières. Mais une attaque bien ciblée sur ce cœur logistique pouvait transformer une victoire attendue en débâcle général, asphyxiant la machine de guerre en quelques jours. Un tel pari sur la centralisation, pensé comme rempart, devenait ainsi une faille béante. La moindre frappe, la moindre infiltration, pouvait précipiter une chute violente et irréversible, révélant la fragilité d'un système trop confiant dans sa propre puissance. Lviv semblait imprenable, mais l'ennemi observait. Pensons à la Seconde Guerre mondiale, quand les Alliés ont détruit les raffineries de Ploiești, privant l'Allemagne nazie de carburant. Un seul point de rupture, et toute la machine s'enraye. À Lviv, le principe était le même, mais adapté à l'ère des missiles, des satellites et du cyber. Une faille allait bientôt être exploitée, et personne n'était prêt pour la suite. Derrière le silence radio et la lueur trompeuse des écrans, une guerre invisible déchirait Lviv. Ce n'était pas une bataille classique. Les forces russes visaient le cœur logistique, avec la précision d'un scalpel, pour déclencher un effondrement en cascade du système de ravitaillement ennemi. Tout reposait sur la suprématie du renseignement, divisé en 3 couches redoutablement complémentaires. Première couche, l'œil spatial. Une myriade de satellites, dotés de capteurs optiques et radars sophistiqués, surveillaient sans relâche la région. Chaque train déplacé, chaque signature thermique suspecte, chaque modification d'infrastructure, tout était capté, analysé, intégré dans une cartographie dynamique. Pour illustrer la puissance de cette surveillance, rappelons le rôle des satellites espions pendant la guerre du Golfe. Les mouvements irakiens étaient anticipés, les frappes coordonnées, et toute tentative de camouflage était vouée à l'échec. À Lviv, cette surveillance était encore plus dense et précise. Mais l'espace ne livre que la surface. Pour déchirer les masques invisibles, la guerre électronique prenait le relais. Les stations d'écoute balayaient chaque fréquence, interceptaient le moindre souffle radio, traçaient le réseau de commandement. Elles localisaient les batteries patriotes, détectaient les radars et révélaient les complexes S-300 enfouis. Même les silences, les pauses dans les transmissions, devenaient des indices révélateurs, dessinant une carte secrète des faiblesses. On se souvient de la bataille d'El Alamein, où la maîtrise du signal radio a été décisive. Ici, la guerre électronique permettait d'anticiper chaque mouvement, de brouiller les défenses et de préparer le terrain pour la frappe finale. Là où l'électronique butait, l'espionnage humain ouvrait la voie. Des agents infiltrés prenaient tous les risques pour confirmer les données, signaler l'arrivée des cargaisons stratégiques, désigner les entrées dissimulées ou alerter sur la construction d'un nouveau bunker. L'alliance de ces 3 sources, spatiale, électronique, humaine, permettait d'obtenir une image exhaustive, jusqu'au moindre hangar et à chaque poste de commandement. Munis de ce savoir, les planificateurs russes enclenchèrent la neutralisation des défenses les plus solides. Avant même la première frappe, la guerre électronique semait le chaos. Radars aveuglés, communications hachées, opérateurs réduits au silence. Les écrans devenaient vides de sens, incapables de distinguer l'ami de l'ennemi, la menace réelle de l'illusion. Débute alors la deuxième phase, le balai méthodique des drones leurres. Envoyés par douzaines, ils n'avaient qu'un but, épuiser les précieuses munitions solaires. Chaque drone abattu coûtait peu, mais chaque missile gaspillé creusait une brèche irréversible dans la défense. La tension montait à chaque salve, l'ennemi voyant ses armes fondre sans impact. Pour se rendre compte de l'efficacité de cette tactique, lors de la guerre du Haut-Karabagh, l'Azerbaïdjan a utilisé des drones pour épuiser les défenses arméniennes avant de lancer ses attaques décisives. À Lviv, la méthode a été perfectionnée, intégrant des leurres électroniques et des drones semi-autonomes capables de simuler des formations entières. Quand les réserves touchaient à leur fin, les frappes ciblées pouvaient enfin s'abattre sur les infrastructures vitales. Une centrale électrique, un poste de commandement, un dépôt stratégique, chaque cible tombait, ouvrant un corridor aérien
où missiles et avions pouvaient passer sans résistance. Le ciel au-dessus de Lviv, jadis forteresse imprenable, se transformait en terrain conquis. Sous-estimer le pouvoir du renseignement et de la guerre électronique, c'est s'exposer à voir ses propres systèmes se retourner contre soi. Le moindre avantage mal défendu devenait un piège mortel, prêt à se refermer. Mais l'essentiel restait à venir. Que faire quand toutes les défenses sont à terre? La destruction du réseau de défense n'était que le prélude. Ce qui allait suivre déciderait du sort de Lviv et, peut-être, de la guerre tout entière. Lorsque le cœur logistique s'arrête, l'ensemble du corps militaire s'effondre. Ce n'est pas une image. À Lviv, l'anéantissement du centre névralgique déclenche une onde de choc dont les répercussions persistent encore aujourd'hui. L'attaque commence par une série d'assauts minutieusement coordonnés. Missiles de croisière et projectiles hypersoniques frappent d'abord les bâtiments en surface, puis percent jusqu'aux bunkers réputés imprenables. Aucun abri n'est réellement sûr lorsque la précision frappe à cette échelle. En quelques heures seulement, plus de 80% des infrastructures logistiques de Lviv sont réduites à néant. Dépôts de munitions, ateliers techniques, postes de commandement, centres de communication. Tout est pulvérisé ou rendu inopérant. Ce n'est pas qu'une perte matérielle, c'est une amputation vitale. Pour mieux se figurer cette perte, imaginons qu'en une nuit, un pays perde tous ses ports, aéroports et centrales électriques. Plus rien ne peut circuler. C'est la paralysie totale. Dès lors, la ligne ennemie commence à suffoquer. En moins de 7 jours, la pénurie d'obus et de pièces détachées se fait sentir jusque dans les avant-postes. Les réserves de carburant, essentielles à la mobilité et à la défense, s'épuisent à un rythme effréné. Les convois ne passent plus. Routes coupées, rails détruits, la chaîne d'approvisionnement s'écroule. C'est une répétition moderne du siège de Leningrad, où la coupure des approvisionnements a failli faire tomber la ville. Face à cette crise, les soldats n'ont plus le choix. Ils pratiquent le cannibalisme technique, sacrifiant leur propre matériel pour maintenir quelques véhicules en état. Mais cette improvisation ne fait qu'accélérer le déclin. En moins de 30 jours, la mobilité et l'initiative disparaissent presque entièrement. L'impact n'est pas qu'opérationnel. Le choc psychologique est profond. Privées de soutien, isolées, les unités avancées se sentent abandonnées. Le moral s'effondre. La confiance dans le commandement se fissure. Bientôt, désertion, indiscipline et effritement de la résistance deviennent inévitables. Pour illustrer cet aspect, rappelons la débâcle française de mai 1940. Lorsque le haut commandement s'est retrouvé coupé de ses unités avancées, la panique a gagné les troupes, précipitant une défaite pourtant évitable. Cette opération révèle aussi les failles d'une doctrine occidentale fondée sur la centralisation logistique. La profondeur territoriale, autrefois atout, devient un talon d'Achille quand la technologie permet de frapper partout et à tout instant. Disperser ou enterrer n'est plus une garantie de sécurité. La leçon est brutale. Croire que la technologie ou la distance protège, c'est s'exposer à une défaite stratégique éclair. Une attaque unique, parfaitement renseignée, peut paralyser une armée entière sans engagement massif au sol. Ce qui s'est joué à Lviv dépasse l'événement spectaculaire. C'est un avertissement pour toutes les organisations dépendantes de flux critiques, qu'elles soient militaires, industrielles ou étatiques. L'antifragilité logistique n'est plus un choix, mais un impératif vital. Pour comprendre comment une telle vulnérabilité a pu s'installer, il faut revenir sur la doctrine logistique occidentale et ses failles structurelles. Les origines de cette dépendance centralisée éclairent la portée du choc subi à Lviv. Derrière la lueur des explosions, 2 failles fatales émergent, et elles ne concernent pas seulement les champs de bataille. Elles menacent toute organisation se croyant à l'abri. Première erreur, la centralisation extrême. Faire du centre de Lviv l'unique nœud logistique a tout misé sur un seul emplacement. Cette efficacité apparente a créé un talon d'Achille monumental. Une frappe précise, et c'est toute la chaîne qui s'écroule. Plus une structure concentre ses ressources, plus elle devient vulnérable à un effondrement soudain, si ce centre névralgique est touché.
Regardons l'histoire industrielle. En 2011, le séisme au Japon a détruit une poignée d'usines de semi-conducteurs, paralysant toute l'industrie automobile mondiale pendant des mois. Un choc local, un impact mondial. Deuxième erreur, la confiance aveugle en la technologie occidentale. Les systèmes de défense, jugés infaillibles, ont été déjoués par une attaque plus agile, combinant brouillage aérien, myriades de drones leurres et guerre électronique. Miser tout sur la technique, sans intelligence ni anticipation, ouvre la porte à des surprises fatales. L'ennemi, lui, s'adapte et frappe là où on l'attend le moins. Aujourd'hui, aucune zone arrière, quelle que soit sa profondeur, n'est vraiment sûre. Les frappes de précision, la fusion du renseignement humain et cyber, l'action en temps réel, tout abolit les vieilles frontières sécuritaires. Le mythe d'une profondeur stratégique protectrice s'effondre sous les coups de la guerre moderne. La supériorité ne vient plus de la force brute, mais de l'intelligence collective, de la planification minutieuse et de l'exploitation des failles systémiques adverses. Repérer la brèche, frapper sans prévenir, c'est la nouvelle définition de la domination, sur le terrain militaire, économique, technologique ou politique. Ces leçons dépassent l'armée. Entreprises, infrastructures critiques, cybersécurité. Toute organisation qui centralise ou surestime ses défenses s'expose au chaos. Résilience, analyse systémique, redondance et capacité à anticiper sont désormais les premières armes de la survie. Prenons l'exemple du secteur bancaire. Lors de la crise financière de 2008, la concentration des risques chez quelques grands acteurs a précipité l'effondrement global. Seuls ceux qui avaient diversifié, construit des plans de secours et maintenu des réserves ont pu s'en sortir. Ignorer ces vulnérabilités, c'est risquer la paralysie soudaine, que l'on soit nation, multinationale ou simple citoyen. La prochaine attaque ne viendra peut-être pas d'un missile, mais son résultat pourrait être le même, l'effondrement brutal de ce que l'on croyait inébranlable. Face à cette opération, une question brûle. Comment repenser nos organisations pour éviter le piège mortel de la centralisation et bâtir une véritable résilience? Le défi est immense, mais des solutions existent. D'abord, il faut cartographier ses propres points critiques, comme le font les militaires avec leur réseau de communication. Cela implique des audits réguliers, des simulations de crise et des analyses croisées. Ensuite, il s'agit d'instaurer la redondance, c'est-à-dire multiplier les voies d'approvisionnement, créer des stocks décentralisés et prévoir des alternatives numériques ou physiques. Cette logique, déjà appliquée par certaines armées, peut être transposée dans les entreprises, ne jamais dépendre d'un seul fournisseur, d'un seul serveur, d'un seul centre de décision. Troisième étape, entraîner ses équipes à la gestion de crise. En Israël, l'armée organise chaque année des exercices de rupture de flux, où des unités entières doivent survivre 48 heures sans communication ni logistique externe. Cette culture du pire développe la résilience et la capacité d'improviser. Enfin, il faut apprendre à penser comme l'adversaire, se mettre dans la tête de celui qui cherche la faille, imaginer les scénarios extrêmes et bâtir des plans de réponse adaptés. C'est ce que font les spécialistes de la cybersécurité lorsqu'ils organisent des Red Teams pour tester la solidité d'un réseau informatique. Ce bouleversement stratégique sème la panique dans les états-majors et les conseils d'administration. Mais certains, déjà, préparant la riposte. La prochaine paralysie logistique frappera-t-elle là où nul ne l'imagine? Désormais, la question n'est plus hypothétique. L'attaque contre le centre de Lviv a pulvérisé bien des certitudes. Ni la profondeur géographique, ni le nombre de soldats ne garantissent la sécurité quand une seule frappe suffit à couper les veines vitales d'une armée. Ce qui paraissait être des atouts, la taille, la centralisation, l'accumulation, s'est révélé être des failles béantes. En détruisant ce centre unique, les forces russes ont montré que la victoire peut se jouer loin du front, là où circulent les ressources essentielles. En quelques heures, une seule attaque a déclenché pénurie d'armes, rupture des pièces détachées et chaos logistique, ébranlant toute la structure défensive. Ce choc oblige à réinventer la résilience. Il ne s'agit plus simplement d'empiler des stocks ou de renforcer des murs, mais de repérer les vrais points faibles, ces nœuds qui, s'ils cèdent, entraînent la chute de tout un système.
La sécurité, qu'elle soit militaire ou civile, dépend désormais de la capacité à localiser, protéger et disséminer ces points critiques. Pour chaque organisation, chaque nation, cette révélation impose une transformation radicale. Il faut apprendre à anticiper l'improbable, investir dans la dispersion et la redondance plutôt que dans la concentration. Accepter que l'invulnérabilité n'existe pas. Seule compte l'agilité, la capacité de réorganiser en urgence ses flux vitaux. Ce défi n'est pas qu'une question de technique, mais de culture. Désormais, il ne s'agit plus de se demander si une paralysie logistique surviendra à nouveau, mais où, quand et comment s'y préparer. La véritable stratégie consiste à transformer toute faille identifiée en occasion de renforcer le système. Agir dès maintenant, c'est briser le mythe de la forteresse intouchable. Cela passe par la création d'équipes transversales, des exercices de scénarios extrêmes et l'apprentissage de la pensée adverse pour anticiper l'imprévisible. Car le prochain choc ne viendra peut-être pas d'un missile, mais d'une simple panne, d'un sabotage numérique ou d'une rupture logistique orchestrée. L'histoire du centre de Lviv livre une vérité brute. Dans un monde enlacé de circuits, la vraie puissance n'est plus la force brute, mais la capacité à survivre aux ruptures, à improviser et à garder l'avantage dans l'incertitude. En conclusion, l'exemple de Lviv doit servir de leçon à tous. La résilience se construit dans la diversité des flux, l'anticipation des chocs et la capacité à penser l'impensable. Dans la guerre comme dans la vie, ce n'est plus le plus fort qui l'emporte, mais le plus adaptatif. La prochaine bataille sera peut-être invisible, mais ses conséquences seront bien réelles. Êtes-vous prêt à survivre à l'effondrement de votre propre centre névralgique? La question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais quand. Préparez-vous dès aujourd'hui, car le futur appartient à ceux qui savent transformer la vulnérabilité en force.